Les murs de la salle d'accueil arborent des portraits de nombreux chouyours qui se sont succédés à la tête de la Zawiya Tijaniya de Timassine et dont on peut citer Sidi Mohammed al-Aïd al-Awwal, Sidi Ma'ammar, Sidi Mohammed al-Bashir al-Tijani et Sidi Mohammed al-Aïd al-Tijani al-Timassini. À proximité de cette salle se trouve le tombeau du Cheikh al-Imam al-Hajj Ali al-Timassini, né à Ouargla en 1766 et fondateur de la Zawiya Tijaniya à Timassine. Le Cheikh Sidi al-Hajj Ali Timassini fut connu pour sa modestie, sa simplicité et sa candeur. Ses qualités humaines furent à l'origine de son surnom du grand calife. À son sujet, le fondateur de la confrérie Tijaniya, le Cheikh Tijani, déclara « Où peut-on trouver pareil à Timassini ?» El-Timassini, que le Tout-Puissant lui accorde toute sa miséricorde, poursuivit sans relâche sa mission qui consista à prêcher le savoir, le travail et la dévotion en appliquant une devise qui lui fut chère, à savoir « El-Luiha, El-Msiha et El-Sbiha ». Il mourut en 1844. Présentement, son tombeau est l'un des tombeaux les plus beaux et les plus visités. Pour décorer l'édifice, il a été utilisé un minéral spécifique qui confère au lieu une touche singulière. Les processus utilisés pour ce minéral différaient pour décorer ce lieu, que ce soit pour les sculptures en relief représentant des expressions en arabe ou pour les diverses formes architecturales de toute beauté. Cette composition artistique fait planer le visiteur entre la magie de la créativité et la finesse de l'exécution. Le fondement de la confrérie Tijaniya réside dans la préservation des 5 piliers de l'islam, la récitation quotidienne de 2 chapitres du Saint-Coran, l'accomplissement des prières facultatives après celles obligatoires, la multiplication de l'évocation du Tout-Puissant et de son prophète Mohammed, que les adeptes de la Tijaniya idolâtrent par-dessus tout. La doctrine Tijaniya se base sur la simplicité, la modestie et la simplification de ses concepts, le bannissement de la médisance, l'appel à la générosité et au bien avec tous les musulmans, et prône un esprit d'acceptation de la modernité et de la civilisation. Toutes ces caractéristiques contribuent à renforcer l'estime et la notoriété de la Zawiya Tijaniya de Timassine, aussi bien à l'échelle nationale, africaine qu'internationale. Utilisés pour la construction des mosquées en particulier et du tissu urbanistique en général sont d'origine locale, tels le plâtre, la pierre dure, les troncs de palmier et les branchages de quelques arbres.
D'une hauteur de 21 mètres, le minaret historique de cette mosquée est un ouvrage à valeur patrimoniale. La construction de ce minaret fut confiée par son fondateur, Al-Hajj Mohammed Al-Maghraoui, au bâtisseur Mohammed Al-Fassi Al-Maghribi. Les travaux commencèrent en 1192 et s'achevèrent en 1196. Parmi les plus vieilles et anciennes mosquées des régions de Ouadrir et Tougourt, la grande mosquée El-Mesjid El-Kabir, dont la construction avait duré 67 ans, de 1733 à 1800. C'est ce qui expliquerait la résistance de son bâti contre les temps et époques qui s'engrenèrent depuis. Cette mosquée, qui a su préserver son cachet urbanistique d'antan, fut fondée par le sultan de Ouadrir, Cheikh Ibrahim ben Ahmed ben Mohammed ben Jellab. L'accès à la mosquée se fait par 3 entrées, dont l'une principale fait face à la place du marché et 2 autres accès secondaires s'ouvrant sur 2 rues axiales. Les portes en bois de la mosquée sont d'une simplicité, d'une finesse et d'une grâce qui leur confèrent une touche d'esthétisme inégalable. Pour l'édification et la décoration de cette mosquée, Al-Cheikh Ibrahim Al-Jellab dut faire appel au savoir-faire et à la dextérité de bâtisseurs et sculpteurs venus de Tunisie et de Ouatchouf. Ces artistes de la construction et de l'ornement excellèrent dans leur art et étalèrent tout leur savoir-faire et leur sens de créativité pour donner à la mosquée ses différentes formes et dimensions caractéristiques. De magnifiques ornements et décorations en plâtre embellissent la coupole de la mosquée ainsi que les éléments supérieurs du mur pour générer un enchantant hymne à la beauté qui fige le regard d'émerveillement et attire la vue sans réussir à s'en détourner. La chaire à prêcher de la mosquée, le minbar, est une œuvre artistique dont l'âge remonte au XIIe siècle de l'Hégire, comme l'atteste la transcription sculptée qu'elle porte. Durant le XIIIe siècle de l'Hégire, le minbar avait connu une intervention de rénovation initiée par Ibrahim el-Jellab. On peut y lire des versets coraniques transcrits en langue arabe dans un style graphique d'une rare élégance, des écritures dont l'aspect jouit encore de nos jours d'une parfaite préservation nonobstant le temps séculaire qui s'est écoulé. La place de la Liberté de Tougourt est également un lieu historique. Durant l'occupation française, cette même place portait l'appellation place Citroën en référence à la stèle qui était érigée en hommage à l'expédition organisée par les autorités françaises et dont le but principal visait l'expansion colonialiste dans le Grand Sud algérien. L'expédition Citroën a pris son départ le 17 décembre 1922 à partir de Tougourt pour rallier la ville malienne de Tombouctou le 7 janvier 1923. Grâce à cette initiative, le courrier a été distribué pour la première fois dans ces régions inexplorées et inaccessibles, dont le parcours a dépassé les 3500 km. Avec un cortège de 5 véhicules, André Citroën, le guide de cette aventure, fut accompagné par une troupe militaire constituée notamment de mécaniciens et de géographes et réussit son défi de traverser pour la première fois le Sahara.
Cette stèle est formée de 3 faces différentes affichant 3 personnages représentant l'Algérie, le Hogar et le Soudan. L'expédition Citroën qui rallia Tougourt à Tombouctou est la première expédition exploratoire qui se déroula sur le continent africain. De ce lieu, la gare ferroviaire de Tougourt démarrèrent, durant de longues années, de nombreuses campagnes expéditionnaires. Depuis environ l'an 1912, la création de cette gare fut intégrée dans le cadre d'un vaste ensemble de projets et travaux visant à mettre en œuvre à partir de l'Algérie une jonction jusqu'en Afrique du Sud. Depuis les débuts, cette gare connut une intense activité commerciale, d'abord en transportant les productions de dattes, puis dans une seconde étape, après les découvertes du pétrole dans la région, elle orienta ses objectifs vers le transport de l'or noir. Cette longue traversée qu'avait connue la gare ferroviaire de Tougourt en avait fait un voyage mythique qui transporta dans ses wagons le passé et le présent de la région et continuons son itinéraire pour percer des tunnels projetant vers le futur. Le long du Grand Erg oriental, il est loisible aux Kidam d'être transporté dans un voyage inouï à travers les géantes dunes du Sahara, une découverte suscitant émerveillement et enchantement. Une extrême beauté qui emporte dans son escarcelle le visiteur pour lui dévoiler des paysages qui frisent l'utopie et l'imaginaire par le biais d'un savant mélange d'une kyrielle de formes et de couleurs et une diversité de vues panoramiques dont le seul ingrédient qui façonne cette splendeur est unique, à savoir le sable. Même à travers la plus simple des images et la plus faible des créatures qui avaient fait de ces lieux leur biotope, étaye davantage l'éminence du Sahara et la puissance du Créateur qui a gratifié chaque matière d'une âme et insufflé en chaque être vivant une existence, quand bien même les conditions de vie sont rudes et impitoyables, menant parfois vers l'inconnu. Tout ce qui brille sous le soleil de Ouargla représente une fortune et un trésor. Tout ce qui fleurit et fructifie ne saurait l'être sans cette richesse d'eau qui se trouve à profusion. Une ressource hydrique qui répand partout la verdure vivifiante et offre parfois et avec étonnement de nombreuses autres surprises et offrandes. Parmi les lacs qui offrent au regard un spectacle exceptionnel, on peut citer le lac Timassine, le lac El Makkarin, le lac El Mir, le lac Ain al-Zahra et le Chott.
Outre l'aspect esthétique que recèlent ces lacs, ils représentent aussi des milieux d'une extrême importance environnementale. Chaque lac parmi les nombreux lacs dont Ouargla s'enorgueillit de posséder dégage une magie unique modelée par son décor naturel et sa richesse ornithologique qui font les surfaces des lacs dans un balai d'incessant va-et-vient. Ta présence à Ouargla et plus particulièrement au niveau de ces lacs est une opportunité en or d'apprécier des paysages d'une extrême beauté et d'émerveillement. Des paysages que façonne Dame Nature dans le seul but d'éblouir et d'enchanter le visiteur. Cette étonnante toile artistique est dessinée par le Flamand Rose en se servant d'outils représentés par son aspect singulier et ses couleurs chatoyantes. Ce sont des paysages exceptionnels sans nul autre pareil et qui embellissent les fascinants milieux naturels, composant ainsi une symphonie que l'on pourrait intituler « La beauté de Ouargla, faite par l'excellence du Créateur ». Sous les airs et gazouillis de ces oiseaux, le visiteur est accueilli par la splendeur de Ouargla et la magie de son balai attrayant. Le secret de cet attrait irrésistible et de ce sortilège qu'on ne peut rompre réside dans cette synergie et coordination parfaite qui se crée dans une union harmonieuse entre ces délicates et douces créatures et ce grandiose décor divin. Quels que soient tes précédents voyages et quelle que soit ta vision des choses, ta présence dans ces lieux demeure à l'infini un événement exceptionnel qui te mènera à une fusion avec la nature, au point de te sentir faire partie intégrante et indissociable de cet élément. Tu parcours tous ces coins et recoins sans limite et sans lien dans un enchevêtrement d'itinéraires magiques sans commencement et sans fin. L'effet de surprise est le seul maître des lieux et de cette ambiance. En compagnie de ces oiseaux qui rafraîchissent les lieux avec les battements de leurs ailes et qui parfument l'air d'une odeur naturelle suave, il est offert aux visiteurs des heures interminables d'admiration sans à aucun moment susciter ennui et impatience. Ces merveilleuses créatures exécutent en plein ciel un défilé d'émerveillement et d'une rare élégance. Cette parade digne du célèbre ballet, le lac des cygnes, semble défier le visiteur, ou peut-être même les heures de la journée qui s'égrènent. Lorsque le soleil se couche et dévoile les lacs de Ouargla d'une ambiance nocturne, la fascination et l'éclat des lieux ne disparaissent pas pour autant. En effet, une autre merveille occupe les lieux en offrant cette fois-ci aux visiteurs une autre forme d'envoûtement, celle du crépuscule du soir, puis de la magie du coucher du soleil avec la nuit qui répand toute son obscurité. Afin de faire face à l'épineux problème de remontée des eaux que connaît la wilaya, les autorités wilayales avaient mis en branle
un vaste programme de construction de digues pour faire baisser le niveau de ces eaux ou, à la limite, dévier leur cours dans le but d'éviter l'inondation des terres agricoles et des plantations de palmiers dont la survie et l'existence sont gravement menacées. Le palmier semble s'être enraciné depuis une éternité sur le sol de Ouargla et grâce à sa hauteur, il semble égratigner le firmament de cette région depuis toujours. Depuis les temps les plus reculés, le palmier a représenté un élément essentiel dans l'organisation de l'individu sahraoui ainsi qu'un héritage socio-culturel qu'ont adopté les populations sahraouies dans leur vie quotidienne. La campagne de récolte de la date est un rendez-vous sacré qui se tient entre le fellah et le palmier après que celui-ci l'eut entretenu avec amour. Un entretien qui a acquis au sein des us et traditions de la région ses lettres de noblesse est devenu un devoir sacré. Les liens étroits qui se tissent entre le fellah et le palmier sont empreints d'un esprit de professionnalisme et de dextérité, ce, depuis l'opération de semis jusqu'à la récolte. Une opération qui nécessite des techniques spécifiques que les Ouarglis maîtrisent depuis leur jeune âge. La wilaya de Ouargla représente l'un des plus gros producteurs de dattes à l'échelle nationale. Elle dispose d'une palmeraie estimée à plus de 2 146 546 palmiers, dont 1 713 341 sont productifs. Quant à la surface agricole utile pour la culture du palmier dattier, elle avoisine les 29 817 hectares, soit une proportion de 63,4% de la surface totale agricole englobant d'autres cultures. Après la campagne de récolte, les dattes sont prises en charge par une seconde étape qui consiste à trier et à sélectionner les fruits par des mains expertes. La wilaya de Ouargla produit diverses variétés de dattes, dont Takarmoust, Tasrit, Al-Ghors. Parmi ces variétés, la fameuse Deglet Nour est sans conteste la plus prisée, tant par sa qualité gustative que productive, et que les marchés tant nationaux que mondiaux s'arrachent comme un précieux trésor naturel. Cet engouement effréné pour cette variété de qualité a poussé les autorités locales à encourager les fellahs à produire cette variété, et les résultats n'ont pas tardé à se concrétiser sur le terrain. Outre les dattes, la wilaya de Ouargla accorde également un intérêt important à d'autres cultures telles que la céréaliculture pour la production notamment du blé, d'orge et de maïs jaune. Le secteur de l'agriculture dans la wilaya de Ouargla bénéficie d'une opération de modernisation à travers l'application des techniques modernes dans l'irrigation où la majorité des terres agricoles se base sur le système d'irrigation par aspersion dont les asperseurs sont disposés le long d'un axe qui tourne autour d'un pivot central. L'élevage d'animaux est cette autre activité à laquelle les autorités accordent une importance capitale.
Outre l'élevage de camélidés, les ovins occupent une place primordiale dans ce secteur et ce à la faveur de la richesse des terres de Ouergla en espèces fourragères de bonne qualité appréciées par ce type de cheptel. Ce qui en fait une qualité dont la demande connaît une progression sans cesse croissante. Afin d'atteindre une diversité dans la production de légumes et parvenir à réaliser l'autosuffisance dans la production agricole, les fellahs de la région ont introduit la culture sous serre. Ce type d'agriculture a été exploité notamment pour la production de tomates et de poivrons. Depuis de longues années, ces terrains de sable avaient caché dans leur tréfonds des potentialités qui ont transformé le désert en village, les villages en villes et les villes en pôles majeurs. Et le commencement fut un conte. C'est l'histoire d'un nomade qui parvint dans cette région en 1917 en compagnie de sa famille en quête d'eau. Cette région fut connue pour être un havre de pâturage fréquenté par les nomades pour sa richesse en ressources hydriques. Comme il était de coutume chez les Bédouins, le cheikh dénommé Wabah Masoud Ben Ammar se mit à creuser un puits d'où jaillit une eau à profusion. L'élément essentiel et vital qui permit à cette famille de s'y établir ainsi qu'à attirer de nombreuses autres gens qui s'y installèrent. Ce puits historique qu'avait creusé en 1917 Masoud Ben Ammar existe toujours et alimente encore de son eau la population de la région appelée Hassi Masoud en hommage à son créateur, signifiant littéralement le puits de Masoud. Et c'est ce puits historique qui constitua le premier élément fondateur d'une grande ville dont l'appellation fut une référence à ce cheikh, en l'occurrence Hassi Masoud. Voici la ville de Hassi Masoud de nos jours. Un désert dompté par Masoud et explosé par le pétrole depuis 1956, l'année de la découverte de l'or noir dans cette région plus connue par le bassin Hassi Masoud. Ces découvertes ainsi que l'activité industrielle qui s'en est suivie ont été accompagnées par une dynamique de développement à tel point que la croissance économique de cette région a connu un boom gigantesque qui s'était traduit par la mise en place d'un ensemble d'infrastructures sociales, culturelles et économiques, dessinant ainsi un nouveau cadre de vie qui s'adapte à la nouvelle donne. Ainsi, Hassi Masoud a vu sa population passer de 6500 âmes en 1900